Bonjour et bienvenue dans cette 5e séance consacrée à la séquence 10 du programme d'histoire des classes de 3e intitulée La guerre froide. Au cours de la séance précédente, nous avons vu comment, à cause de qui, pourquoi, dans quelles circonstances, nous sommes passés de la grande alliance entre les États-Unis et l'URSS à tout simplement ce que l'on appelle la guerre froide, avec en particulier l'opposition idéologique frontale entre la doctrine Truman et la doctrine Jdanov à partir de 1947. Aujourd'hui, nous allons voir concrètement ce que signifie être dans une situation de guerre froide à travers le cas de l'Allemagne et de Berlin. Ce sera notre exemple historique du jour. Grand E, l'Allemagne et Berlin au cœur de la guerre froide 1945-1990. En quoi Berlin et le territoire allemand furent-ils un enjeu emblématique, caractéristique, symptomatique de la guerre froide? Alors, repartons de ce que nous savons déjà. À savoir qu'en février 1945, on était encore dans la guerre en Europe, on était encore aussi dans la logique de la Grande Alliance. Staline, Roosevelt et Churchill se mettent d'accord au cours de cette conférence interalliée pour ainsi dire, rayer l'Allemagne de la carte et la partager en 3 secteurs d'occupation correspondant aux 3 grands vainqueurs de la guerre. Et puis, finalement, en juillet 1945, se tiendra une autre conférence interalliée à Potsdam, dans la banlieue de Berlin, après la fin de la guerre en Europe, qui verra les 3 grands vainqueurs devenir 4 avec l'adjonction de la France libre. Enfin, la France, quoi. Celle du général de Gaulle. Et du coup, les 3 secteurs occidentaux, enfin les 2 secteurs occidentaux deviennent 3. Et donc, on a à la fois une Allemagne coupée en 4, mais aussi une ancienne capitale, Berlin, également découpée en 4 secteurs d'occupation. Donc il n'y a plus de souveraineté allemande. L'Allemagne est rayée de la carte. Et dans les 2 cas, les soviétiques occupent l'Est, aussi bien de l'Allemagne que de Berlin. Et les alliés occidentaux, américains, britanniques, français, occupe la partie occidentale. Vous noterez la forme un peu curieuse de la zone d'occupation française, un peu en forme de papillon, hein, de nœud papillon, tout simplement parce que quand Churchill et Truman ont proposé à Staline que la France intègre les grands vainqueurs, Staline a dit d'accord, mais pas question de redécouper les secteurs d'occupation qui avaient déjà été définis à Yalta. Donc en fait, les Américains et les Britanniques ont donné une partie de leur propre secteur d'occupation aux Français. Et donc ça explique pourquoi le secteur français d'occupation en Allemagne a cette forme un peu curieuse, de 2 moitiés. Alors, repartons de ce que nous savons déjà. À savoir qu'en février 1945, on était encore dans la guerre en Europe, on était encore aussi dans la logique de la Grande Alliance. Staline, Roosevelt et Churchill se mettent d'accord au cours de cette conférence interalliée pour ainsi dire, rayer l'Allemagne de la carte et la partager en 3 secteurs d'occupation correspondant aux 3 grands vainqueurs de la guerre. Et puis, finalement, en juillet 1945, se tiendra une autre conférence interalliée à Potsdam, dans la banlieue de Berlin, après la fin de la guerre en Europe, qui verra les 3 grands vainqueurs devenir 4 avec l'adjonction de la France libre. Enfin, la France, quoi. Celle du général de Gaulle. Et du coup,
les trois secteurs occidentaux, enfin les deux secteurs occidentaux deviennent trois, et donc on a à la fois une Allemagne coupée en quatre, mais aussi une ancienne capitale, Berlin, également découpée en quatre secteurs d'occupation. Donc il n'y a plus de souveraineté allemande. L'Allemagne est rayée de la carte. Et dans les deux cas, les soviétiques occupent l'Est, aussi bien de l'Allemagne que de Berlin. Et les alliés occidentaux, américains, britanniques, français, occupent la partie occidentale. Vous noterez la forme un peu curieuse de la zone d'occupation française, un peu en forme de papillon, hein, de nœud papillon, bah, tout simplement parce que quand Churchill et Truman ont proposé à Staline que la France intègre les grands vainqueurs, Staline a dit d'accord, mais pas question de redécouper les secteurs d'occupation qui avaient déjà été définis à Yalta. Donc en fait, les Américains et les Britanniques ont donné une partie de leur propre secteur d'occupation aux Français. Et donc ça explique pourquoi le secteur français d'occupation en Allemagne a cette forme un peu curieuse, de deux moitiés. Les choses se gâtent à partir de juin 1948. Parce que quand la guerre froide s'installe, Staline regrette au fond amèrement d'avoir, par un geste de bonne volonté envers ses alliés occidentaux de l'époque, offert sur un plateau aux Américains et aux Anglais, puis plus tard aux Français, Berlin-Ouest. Parce que je vous le rappelle, hein, en avril 1945, c'est l'armée rouge qui a conquis Berlin. Tout Berlin appartenait aux soviétiques. Staline en a rétrocédé la moitié aux alliés occidentaux. Mais à partir du moment où on est dans une logique de guerre froide, Berlin-Ouest devient un caillou dans la chaussure de Staline, devient une épine dans le talon de l'Union soviétique. Et Staline voudrait finalement faire partir les alliés occidentaux de Berlin-Ouest, que Berlin-Ouest ne soit plus un îlot occidental perdu dans un océan communiste. Mais comment faire sans employer la force? Parce qu'effectivement, si l'armée rouge attaque les garnisons françaises, américaines et britanniques de Berlin-Ouest, il n'y aura pas de suspense. Les Occidentaux seront chassés de Berlin-Ouest, mais dans ce cas-là, on entre dans une logique de guerre, et même de Troisième Guerre mondiale, et il se trouve que l'URSS n'a pas les moyens, elle qui est sortie avec quand même presque 25 millions de morts de la Deuxième Guerre mondiale, l'URSS est épuisée, l'URSS n'a pas les moyens de se lancer dans une Troisième Guerre mondiale, surtout que en 1948, les Soviétiques n'ont pas la bombe atomique, alors que les Américains, si. Donc il faut chasser les Occidentaux, mais pas par la force. Donc il va falloir trouver autre chose. Et Staline pense avoir trouvé le bon moyen de chasser les Occidentaux. À la fin du mois de mars 1948, les Soviétiques se mirent à couper les voies de communication terrestre à partir de Berlin. Les routes, les voies ferrées, même le réseau de tout à l'égout est coupé. Le but, c'est d'isoler Berlin-Ouest du bloc occidental. Les Soviétiques exigent même de contrôler les avions militaires des puissances occidentales qui opposèrent un refus formel. Le 24 juin, ils interrompirent le trafic ferroviaire sur le dernier tronçon encore ouvert. Leur but était évident: forcer les Occidentaux à se retirer de la ville pour la faire passer en totalité sous leur autorité. Celui qui témoigne, celui qui parle, n'est autre que Konrad Adenauer, allemand anti-nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui deviendra un homme politique majeur, puisqu'il deviendra chancelier de l'Allemagne de l'Ouest
dès que l'Allemagne de l'Ouest renaîtra sous la forme d'une république fédérale allemande. J'y reviendrai tout à l'heure. Et donc on voit sur cette caricature américaine célèbre l'ours soviétique, hein, avec la casquette à l'étoile rouge. Là, c'est pas le gentil nounours, hein, parce que si vous regardez ses griffes, elles sont pleines de sang. Et on voit l'ours soviétique qui essaie de refermer ses vilaines pattes griffues sur les secteurs d'occupation britanniques, américains et français de Berlin-Ouest. Le but étant de chasser les Occidentaux par la famine. Quand les soldats français, britanniques, américains n'auront plus rien à manger, eh ben ils demanderont à partir. Parce que justement, c'est ça qui est drôle, c'est qu'officiellement, les communications sont coupées pour travaux. Bah oui, Berlin, c'est plus qu'un champ de ruines, donc il faut tout reconstruire. Et c'est parce que justement, il y a des travaux pris à la charge des soviétiques que Berlin-Ouest est officiellement isolé. Mais alors là où ça devient intéressant, c'est que plus aucun véhicule ne peut aller de l'ouest vers Berlin-Ouest. Par contre, si les garnisons de Berlin-Ouest demandent à quitter Berlin-Ouest pour repartir dans l'autre sens, direction l'ouest, alors là, curieusement, il n'y a pas de souci, ils peuvent partir. Donc très clairement, le but c'est de chasser les Occidentaux de l'Ouest par la famine. Et tant pis si les Berlinois de l'Ouest, les civils de Berlin-Ouest, doivent mourir de faim. Vous connaissez Staline, il a fait mourir de faim des milliers de paysans ukrainiens dans les années 30. C'est pas ça qui va le déranger, hein. De toute façon, les Allemands, c'est quand même des ennemis encore à cette époque, hein, pour les Soviétiques. Avant d'aller plus loin dans l'étude, je vais vous demander d'aller dans votre ENT si ça n'est pas déjà fait et de cliquer sur le lien correspondant à la première vidéo qui va vous présenter le blocus de Berlin-Ouest et aussi et surtout la réplique américaine, celle du pont aérien. Alors comme vous l'avez compris dans la vidéo, les Alliés vont répliquer de manière imparable par l'établissement de voies aériennes que les Soviétiques ne peuvent évidemment pas couper, hein. Comment voulez-vous couper un couloir aérien? Vous ne pouvez pas mettre des barbelés dessus. Donc les Alliés vont alimenter Berlin-Ouest. 3 aérodromes vont être construits à Berlin-Ouest. Un par secteur d'occupation français, britannique, américain. Et depuis Hambourg, depuis Hanovre, depuis Francfort, eh bien, jour et nuit, quasiment sans interruption, un avion redécollant tandis que l'autre se pose, eh bien, Berlin-Ouest va être alimenté par le pont aérien mis en place depuis l'ouest et qui survole le camp soviétique, hein, qui survole le secteur d'occupation soviétique, mais sans jamais se poser évidemment à l'intérieur. Que nous apprend donc la vidéo que vous venez de visionner? Eh bien, elle nous apprend ce que Konrad Adenauer a également constaté, à savoir que les Occidentaux, Français, Britanniques, Américains, répondirent à ce défi, ce bras de fer engagé par Staline, par l'établissement d'un pont aérien qui permit de sauvegarder la liberté des populations de Berlin-Ouest. C'est-à-dire qu'entre le 25 juin 1948 et le mois de mai 1949, c'est-à-dire pratiquement pendant un an, 1,5 million de tonnes de marchandises les plus diverses, vous l'avez vu dans la vidéo, de la nourriture, du charbon pour se chauffer, des matières premières, des médicaments, tout parvint ainsi par la voie des airs. Ce qui permit en particulier aux États-Unis de faire la démonstration de leur puissance matérielle, technologique, économique. Dans la nuit du 12 mai 1949, les Russes levèrent le blocus, c'est-à-dire qu'ils font savoir que les travaux sont terminés et que désormais Berlin-Ouest peut librement communiquer à nouveau avec l'Europe occidentale. Le but des Soviétiques n'avait pas été atteint.
les Occidentaux sont restés à Berlin-Ouest. Berlin-Ouest demeurait le bastion, le fortin avancé de l'Occident. Et en plus, ça a eu une autre conséquence, c'est que pour les Berlinois de l'Ouest, qui avaient quand même des raisons de détester, de haïr les Américains, les Britanniques, les Français, parce que c'était quand même ceux qui avaient parfois contribué à tuer leurs parents, leurs enfants, parce que Berlin avait été copieusement bombardé par les Alliés pendant la guerre. Eh bien, ces Allemands de l'Ouest se rendent compte que ce pont aérien, il est aussi fait pour eux, et que les Américains et leurs alliés les nourrissent, les chauffent, leur permettent de vivre malgré le blocus soviétique. Et ça va permettre une réconciliation entre les Allemands de l'Ouest et les Alliés. Et ça n'a pas de prix, cette réconciliation accélérée. Et du coup, Staline est le grand perdant de cette crise, parce que il s'est couvert de ridicule dans cette affaire, parce qu'il n'a pas obtenu que les Occidentaux évacuent Berlin-Ouest. Il a tombé le masque, c'est le grand méchant, celui qui est prêt à faire mourir de faim des civils innocents pour atteindre ses objectifs. Et puis surtout, c'est celui qui est impuissant à stopper le pont aérien de Berlin-Ouest, mis en place par les Alliés. Et je trouve cette caricature d'une drôlerie infinie, elle me fait toujours mourir de rire. On voit Staline avec une sorte d'escopette sur un toit de Berlin à moitié en ruine, hein, qui est le birdwatcher, l'observateur d'oiseaux, celui qui a le doigt qui le démange sur la gâchette, qui tirerait bien sur les cigognes américaines, c'est-à-dire sur les avions américains qui transportent de la nourriture, du charbon, hein, food and coal, mais qui ne peut évidemment pas le faire, parce que si jamais les soviétiques se mettaient à abattre les avions américains, français ou britanniques, ça serait une déclaration de guerre, là encore. Donc Staline ne peut compter que sur l'usure des Alliés qui se diront qu'un jour ou l'autre ils en auront assez de faire le pont aérien, mais les Alliés ne vont pas se lasser, ou qui doit espérer que les avions s'écraseront au sol tout seuls, ou que le brouillard empêchera les avions de se poser et de décoller, mais ça n'arrivera que quelques jours seulement dans l'année. Donc en fait, c'est une défaite cuisante pour Staline, et donc une victoire morale, économique superbe pour les alliés occidentaux. Staline a tombé le masque, comme je le disais tout à l'heure. Staline a montré qu'il est une menace pour l'Europe de l'Ouest, d'où la nécessité de reconstruire une Allemagne de l'Ouest souveraine, puissante, suffisamment puissante pour tenir le choc en cas d'attaque de l'armée rouge, par exemple. Donc un pays qui sera protégé militairement par les États-Unis et les alliés occidentaux. Un pays qui sera aussi très très abondamment financé par le plan Marshall dont nous avons parlé lors de la séance précédente. Et la conséquence finalement de cette première crise de Berlin, de cette première crise berlinoise de la guerre froide de 1948-1949, le blocus de Berlin-Ouest, eh ben, ça va être la renaissance de l'Allemagne. L'Allemagne qui, encore une fois, avait été littéralement rayée de la carte, va renaître, mais elle va renaître en deux exemplaires, si je puis dire. Parce que les Alliés vont d'abord donner renaissance à une Allemagne de l'Ouest, qui s'appellera la RFA pour République fédérale allemande, et dont le premier ministre, le chancelier, ne sera autre que Konrad Adenauer, qui nous a décrit la crise de Berlin-Ouest dans le texte que nous avons lu ensemble. Vous avez son portrait, c'est le timbre sur fond rouge. Mais les soviétiques vont répondre là encore coup pour coup, du tac au tac, hein, la réponse du berger à la bergère. À partir du moment où les Occidentaux donnent naissance à une Allemagne de l'Ouest,
eh bien, Staline va redonner naissance à une Allemagne de l'Est, une république démocratique allemande, mais qui ne sera évidemment démocratique que de nom, ça va de soi, une RDA qui sera dirigée par une marionnette aux mains de Staline qui s'appelle Walter Ulbricht, dont vous avez le portrait également sous forme d'un timbre sous celui d'Adenauer. Et les deux Allemagnes vont renaître au cours de l'année 1949. Donc on est passé de 0 Allemagne à 2 Allemagnes. Donc la RFA naît la première, le 23 mai 1949, fruit de la fusion des 3 zones d'occupation occidentale. Son dirigeant, le chancelier Konrad Adenauer, va ancrer solidement cette Allemagne de l'Ouest dans le bloc occidental. Elle va en faire d'ailleurs un des piliers de la construction européenne. Et oui, la construction européenne, c'est aussi, elle a aussi une logique géographique occidentale. Et la RFA va devenir un des partenaires de l'Alliance défensive militaire atlantique, l'OTAN, NATO en anglais, qui est mise en place dès 1949. Et vous voyez le drapeau de la RFA qui apparaît en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e position sur ce mur de protection qui doit protéger l'Europe de l'Ouest de toute menace venue de l'Est, c'est-à-dire venue de l'URSS de Staline. En face, on répond encore une fois coup pour coup. Et donc la République démocratique allemande naît le 7 octobre 1949 et aura comme capitale Berlin. Mais pas tout Berlin. Berlin-Est, évidemment. Alors que la RFA aura une capitale excentrée qui sera la petite ville de Bonn. Déjà parce que Berlin, ça rappelait fâcheusement quand même de mauvais souvenirs, hein, puisque Berlin était devenu la capitale d'Hitler. Et puis aussi parce que les soviétiques n'auraient certainement jamais accepté, là il y aurait eu une crise encore beaucoup plus grave, ils n'auraient jamais accepté l'affront que Berlin-Ouest devienne capitale de la RFA. Par contre, les soviétiques n'hésitent pas à faire de Berlin-Est la capitale de la RDA, et la RDA va intégrer une alliance militaire défensive, celle du pacte de Varsovie, mise en place en 1955 et qui devait protéger la RDA et Berlin-Est de toute menace venue des États-Unis ou de l'Europe de l'Ouest. Nous allons maintenant découvrir la deuxième crise majeure de Berlin, c'est-à-dire la crise qui a conduit à la construction du fameux mur de Berlin. Et avant toute chose, je vais vous demander d'aller visionner la deuxième vidéo que j'ai sélectionnée pour vous et dont vous trouverez le lien internet dans votre espace numérique de travail. À tout à l'heure. Comme vous l'aurez certainement compris après avoir visionné cette vidéo de la construction du mur de Berlin, en fait, la décision a été prise par le gouvernement de RDA avec l'accord indispensable de l'URSS dirigé à l'époque par Nikita Khrouchtchev, le successeur de Staline, Khrouchtchev en français. Et la décision est prise à la surprise générale au matin du 13 août 1961. Quand les Berlinois stupéfaits voient les militaires est-allemands et les gardes frontières, les redoutés Vopo est-allemands, dérouler des kilomètres de fils de fer avant que les maçons ne se mettent au travail pour ériger un mur de séparation entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Alors, ce n'est pas de gaieté de cœur que la RDA a pris une mesure aussi radicale. On peut même dire que c'est la conséquence d'une situation qui lui échappait totalement. Hein. C'est presque
un aveu d'impuissance, c'est tout simplement parce que depuis des années, depuis le début de la guerre froide, en fait, les Berlinois de l'Est, mais aussi les Allemands de l'Est, et puis parfois des Polonais, des Tchèques, Tchécoslovaques plutôt, avaient pris la détestable habitude, quand ils obtenaient une autorisation temporaire de passer à l'ouest pour aller embrasser la famille restée de l'autre côté, eh bien, ils avaient pris la détestable habitude de prendre des valises, et pour cause, puisqu'ils ne revenaient jamais. Parce qu'en fait, aussi étrange que ça puisse paraître, hein, il était impossible de passer de l'est à l'ouest, ou inversement, à cause du rideau de fer, sauf justement à Berlin. Puisque pour passer de Berlin-Est à Berlin-Ouest, alors évidemment il y avait quand même des contrôles de chaque côté, mais il suffisait tout simplement de prendre le métro, puisque le métro reliait Berlin-Est à Berlin-Ouest. Donc on a vu quelques familles passer à l'Ouest et ne jamais revenir, d'autant que ces familles entières étaient encouragées à passer à l'Ouest par la radio de propagande américaine, la radio Voice of America, la voix de l'Amérique, qui incitait les Allemands de l'Est à fuir la dictature totalitaire communiste pour se réfugier à Berlin-Ouest, sachant qu'après, ces familles seraient exfiltrées vers le monde occidental par des compagnies aériennes, la Panam pour les États-Unis, British Airways pour le Royaume-Uni, Air France pour la France, tout frais payé, billets d'avion payés, donc il faut reconnaître que c'était quand même assez tentant. Ce qui fait que les petits ruisseaux finissant par faire les grandes rivières, de plus en plus de gens passaient à l'ouest et ne revenaient jamais. Et ça a fini par se remarquer puisqu'on estime que de 1949 à 1961, environ 2,5 millions de personnes ont quitté la RDA pour la RFA. Donc vous comprenez que dans ces conditions, il faut enrayer l'hémorragie. Hein. Quand vous avez un robinet qui se transforme en jet d'eau, évidemment vous êtes tenté de couper le robinet. C'est ce qu'a fait la RDA avec la complicité de l'Union soviétique. Et alors ça a entraîné une tension brève mais maximale à Berlin, à la frontière. Au poste de Checkpoint Charlie, qui était donc la zone de contact entre la RDA et l'ancienne zone d'occupation américaine, où on a vu les chars américains se positionner avec des bulldozers, vous l'avez vu dans la vidéo, avec un message simple: nous ne vous laisserons pas construire le mur, nous vous empêcherons de le bâtir. Mais c'était un coup de bluff. Et ça, les soviétiques et la RDA l'avaient très bien compris. Ils savaient très bien que les États-Unis n'étaient pas prêts à provoquer une troisième guerre mondiale juste pour empêcher le régime communiste de bâtir un mur de séparation entre les deux Berlins. Ça n'en valait pas le coup. Le coup de bluff était grossier. Et finalement, les Américains, ils ont fini par ranger leurs chars. Mais pendant quelques heures, il y a eu un face-à-face très tendu. Et ça montre qu'il aurait suffi de pas grand-chose pour que ça dérape. Alors quelques mots sur le mur de Berlin. C'est un mur qui finira par faire plus de 100 km de long. En béton. Alors évidemment on a commencé par des barbelés, puis on a ensuite installé à la va-vite quelques moellons, quelques parpaings. À la fin, puisque le mur sera systématiquement entretenu, consolidé, amélioré, à la fin on arrivera à un système extrêmement complexe dont vous avez une petite idée si vous regardez l'infographie que j'ai mise en vidéo là sur la diapo. Et plusieurs, alors c'est aussi étrange que ça puisse paraître, on n'a pas une idée très précise du bilan humain. On sait que plusieurs dizaines de milliers de personnes ont essayé de franchir le mur, peu y sont parvenus, beaucoup ont été arrêtés par la police, et alors le bilan des morts est
est assez difficile à établir, de plusieurs dizaines, mais c'est probablement minoré, à plusieurs milliers, ça c'est probablement exagéré, mais on n'a pas, c'est étonnant, mais on n'a pas un chiffre précis. Quelques mots aussi sur ce garde-frontière est-allemand, ce VoPo, pour Volkspolizei, qui s'appelle Konrad Schumann, qui n'a que 19 ans et qui va stupéfier le monde entier. Alors, vous l'avez compris, hein, c'est le pur hasard qui a fait l'événement. Vous avez une équipe de l'ORTF, la télévision française, qui est en plein tournage pour couvrir la construction du mur, hein, forcément. Et au moment où ils s'apprêtaient à plier bagages et à ranger leur caméra, eh ben, il y a un VoPo qui se jette littéralement dans leurs bras, tout simplement parce que il n'a pas envie de rester à l'Est et que c'est maintenant ou jamais. Il fait le pari que ses camarades n'oseront pas lui tirer dans le dos devant les caméras de la télévision française, et en plus le mur n'est pas encore construit, c'est un simple barbelé, donc il passe par-dessus, et au revoir monsieur, dame. Alors, la propagande occidentale va s'en donner à cœur joie, parce que quand on présente le monde communiste comme un paradis, et que vous voyez en direct les anges gardiens du paradis se faire la malle pour se ruer dans l'enfer capitaliste libéral du monde occidental, eh ben, c'est qu'il y a quand même sérieusement un problème d'image. Alors par contre, toujours pour la petite histoire, Konrad Schumann, qui va donc être présenté comme un héros, hein, le héros qui a choisi le monde libre, sera assez mal reçu après la chute du mur de Berlin, parce qu'il ne sera pas tellement considéré comme un héros, hein, il sera plutôt considéré comme un déserteur, hein, celui qui a lâché tout le monde et qui a profité de la situation, mais qui n'a pas pensé notamment à sa famille, qui a eu des ennuis, évidemment. C'est aussi à la suite de ce saut vers la liberté de Konrad Schumann qu'il a été décidé que les VoPos seraient toujours plusieurs sur un même secteur, et qu'on s'arrangerait pour qu'ils ne se connaissent pas. Comme ça, ils pourraient toujours avoir la certitude que s'ils tentaient à nouveau de passer à l'ouest, eh bien, ils seraient abattus impitoyablement dans le dos par leurs collègues. Et en fait, à part une petite démonstration de force, mais qui n'avait aucune chance d'aboutir des États-Unis au moment de la construction du mur, les États-Unis ont laissé faire, parce que au fond, il faut le reconnaître, ça arrangeait les États-Unis, ce mur. Ça l'arrangeait parce que, comme l'expliquera le président John Fitzgerald Kennedy lorsqu'il se rendra à Berlin-Ouest, au pied du mur, pour un discours historique, eh bien, ce mur va être le stigmate, la preuve éclatante de la faillite du monde communiste et de son soi-disant paradis terrestre. En présence des dirigeants de la République fédérale allemande, c'est-à-dire le chancelier Konrad Adenauer, mais aussi de son futur successeur Willy Brandt, le maire de Berlin-Ouest, eh bien Kennedy va porter autant de coups de couteau verbaux au communisme à travers son célèbre discours Ich bin ein Berliner, dont vous avez eu l'occasion de voir quelques extraits dans le reportage précédent, hein, quand il explique que notre liberté éprouve certes des difficultés et notre démocratie n'est pas parfaite, cependant nous n'avons jamais eu besoin, nous, c'est ce nous qui est terrible, d'ériger un mur pour empêcher notre peuple de s'enfuir. Et là, il y a la phrase clé, hein, le mur fournit la démonstration éclatante de la faillite du système communiste. Et on peut presque douter de la sincérité du président américain quand il explique que nous n'éprouvons aucune satisfaction en voyant ce mur, car il constitue à nos yeux une offense à l'humanité. Encore une fois, ça arrange quand même les États-Unis. La population de Berlin-Ouest peut être certaine qu'elle a tenu bon pour la bonne cause sur le front de la liberté pendant près de 20 ans.
Donc là, Kennedy chausse les pantoufles de Truman en reprenant à son compte finalement l'idée force de la doctrine Truman, à savoir que les États-Unis sont dans le camp du bien et de la liberté. Tous les hommes libres, où qu'ils vivent, sont citoyens de cette île de Berlin-Ouest, cette île au milieu d'un océan communiste. Hein. Et pour cette raison, en ma qualité d'homme libre, je suis fier de dire « Ich bin ein Berliner ». Vous avez vu, hein, il a reçu un accueil de rockstar, hein, Kennedy, quand il prononce ces quelques mots « Je suis un Berlinois ». Lui qui est un Américain d'origine irlandaise, quand il dit qu'il est berlinois, c'est qu'il veut, bien entendu, vous l'aurez compris, exprimer sa solidarité avec les Berlinois de l'Ouest, mais aussi avec ceux de l'Est qui, malheureusement pour eux, ne sont pas libres. Les années passent et on en arrive à l'année 1989, où le seul événement marquant annoncé au calendrier, à l'agenda de la RDA, c'est justement de fêter les 40 ans de la Deutsche Demokratische Republik, la DDR, DDR qui en français veut dire RDA. Et oui, déjà 40 ans. Sauf que, et ça on ne le sait pas encore, la RDA ne dépassera pas les 40 ans. Pour l'occasion, le successeur de Walter Ulbricht, Erich Honecker, celui qui sourit le plus avec les lunettes à droite de la photo, a invité, il ne peut pas faire autrement, Mikhaïl Gorbatchev, le dirigeant de l'Union soviétique depuis 1985. Alors, il ne faut pas se fier à la photo parce que les deux hommes ont l'air très amis, très solidaires, mais en réalité, c'est tout le contraire. Parce que depuis des semaines, le régime d'Erich Honecker, le régime de la RDA, connaît des manifestations de masse qu'il a les plus grandes peines du monde à étouffer. Ne serait-ce que parce que l'église est-allemande est dans le coup. On voit des gens qui, tous les soirs, se ruent dans les églises pour prier et pour exiger, dans un pays où la liberté de manifester n'existe pas, pour exiger plus de liberté, plus de démocratie. Et quand Gorbatchev arrive, eh bien Honecker espère que Gorbatchev va lui dire « Quoi que vous fassiez, nous vous soutiendrons, y compris par le recours à la violence ». Or, c'est tout le contraire qui se passe. Parce que Gorbatchev, c'est pas Staline, ni même Khrouchtchev. Gorbatchev, c'est un homme qui veut réformer l'Union soviétique parce qu'il est bien placé pour savoir que l'Union soviétique est en train de mourir, que l'Union soviétique est en train de faire faillite, et il a entrepris de réformer le communisme, l'URSS, et donc tous les pays qui sont sous influence communiste, et il veut les réformer par la démocratie. Et donc, c'est une grande déception pour Honecker qui sait qu'il ne pourra pas employer la force contre ses opposants puisque l'URSS ne le soutiendra pas. L'URSS va lâcher la RDA. Et c'est ce qui est à l'origine de la chute du mur de Berlin. Parce que, poussé par Gorbatchev à multiplier les gestes d'apaisement envers la population, eh bien, le gouvernement va fort imprudemment, fort maladroitement, laisser entendre que, oui, ça y est, la liberté de voyager est accordée à tous les habitants, à tous les citoyens de la RDA, et qu'ils peuvent en particulier passer à l'ouest, à peu près comme ils le veulent, sans condition. Et là, à partir de là, la situation va échapper à tout contrôle, aussi bien aux dirigeants de RDA qu'au reste du monde entier qui n'a pas vu arriver la chute du mur de Berlin. Ça, on peut dire que ça a surpris tout le monde. Je vous engage à voir la vidéo. Voilà, je vous invite donc à cliquer depuis votre espace ENT sur le lien de la vidéo pour aller assister en direct, ou presque, à l'effondrement surprise, mais alors totalement surprise, du mur de Berlin. Et vous allez voir que littéralement, il a suffi presque de souffler dessus
pour que le mur s'écroule. Le génial Plantu, qui est le maître incontesté de la caricature de la seconde moitié du XXe siècle français, au moins français, oui, et peut-être même dans le monde, a en un dessin immortalisé la chute du mur de Berlin. On voit des Allemands de l'Est, et on voit qu'on est à l'Est parce qu'il a pris la peine de dessiner le soleil couchant à gauche. Or, d'abord à gauche, conventionnellement, c'est l'Ouest, et puis le soleil se couche à l'Ouest. Donc on voit des gardes-frontières, alors il les a dessinés soviétiques aussi, pour bien faire comprendre qu'on était à l'Est, donc du haut de leur mirador, qui regardent sans y croire la scène qui se déroule sous leurs yeux. Et dans une ambiance de fête générale, on voit un Est allemand qui défonce le mur de Berlin avec un bulldozer. Vous avez vu dans la vidéo que les moyens au départ étaient un peu plus rudimentaires, hein, c'était à la pioche, à la main, et qu'il s'écrit Ich bin ein Berliner, ni de l'Est ni de l'Ouest, hein, cette fois-ci, c'est-à-dire qu'en fait il rend hommage au président Kennedy qui, 26 ans auparavant, avait dénoncé cette offense au monde entier que constituait le mur de Berlin. Cet événement s'est déroulé le 9 novembre et pratiquement un an, un peu moins d'un an après, eh bien, la RDA disparaît, fusionne avec la République fédérale allemande, qui du coup change aussi de nom, puisqu'il n'y a plus ni RDA ni RFA. Dorénavant, à partir du 3 octobre 1990, il faut compter avec l'Allemagne réunifiée, l'Allemagne des 16 Länder, des 16 États régionaux, et bien sûr la capitale va être transférée, hein, la nouvelle capitale ne sera plus à Berlin-Est ni à Bonn, mais à Berlin. Berlin tout court. Et le 3 octobre, les Allemands fêtent, j'imagine à coup de chope de bière, la Einheit, c'est-à-dire l'unification, la réunification allemande. Et le véritable séisme, on finira là-dessus, le véritable séisme provoqué par la chute du mur de Berlin, en fait, est annonciateur, mais ça on s'en rendra compte après, parce que de la même façon qu'on n'a pas vu venir la chute de Berlin, on ne va pas voir venir la suite non plus. Eh bien, en fait, ce séisme annonciateur de l'effondrement de l'URSS va voir l'URSS éclater, disparaître, s'éparpiller façon puzzle, pour reprendre la formulation d'un film célèbre. Et on va voir donc un certain nombre d'États apparaître tant en Europe qu'en Asie centrale, prendre leur liberté par rapport à la Fédération de Russie. Et l'URSS va purement et simplement disparaître. Le 25 décembre 1991, l'URSS est morte. Et du coup, c'en est fini de la guerre froide. Les États-Unis l'ont emporté par chaos. Il est temps de passer à l'exercice du jour, maintenant que nous avons épuisé tous les documents à notre disposition. Et l'exercice aujourd'hui va être de cartographier l'évolution du territoire allemand au cours de la guerre froide entre 1945 et 1990. Donc je vous invite à vous munir de la planche 4 qui, en toute bonne logique, vous attend dans votre espace numérique de travail et à aiguiser vos crayons de couleur. Nous allons commencer donc par replacer ce qui deviendra la République fédérale allemande à partir du 23 mai 1949, donc autrement dit les trois anciens secteurs d'occupation occidentaux, britanniques, américains et français. Donc on va choisir le bleu, donc l'ouest du territoire allemand, plus Berlin-Ouest.
En face, ce qui deviendra la République démocratique allemande le 7 octobre 1949, c'est-à-dire l'ancien secteur d'occupation soviétique, donc l'Est de l'Allemagne, plus Berlin-Est, et entre les deux, à ne pas oublier surtout, le rideau de fer, tel qu'il a été appelé par Churchill, et qui coupe donc l'Allemagne en deux. Alors, il y avait un rideau de fer aussi, d'une certaine manière, évidemment, entre Berlin-Ouest et Berlin-Est, mais comme je vous l'ai expliqué, finalement, c'était peut-être l'endroit où il était le plus facile de passer, finalement, d'un bloc géographique à l'autre. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait figurer en jaune au plein milieu de la ville. Donc, ajoutons le blocus de Berlin-Ouest de 1948-1949 et la réplique des Occidentaux, c'est-à-dire cet incroyable, ce sidérant pont aérien occidental qui alimente Berlin-Ouest pendant pratiquement une année entière. Ajoutons à cela, dans les années 1949-1961, les passages à l'ouest de candidats à l'immigration évidemment illégale et clandestine, qui passent par tous les moyens possibles, notamment par le métro de Berlin, d'un camp à l'autre, et qui sont ensuite exfiltrés par les compagnies aériennes, la Pan Am américaine, la British Airways britannique et la compagnie Air France française vers l'ouest. Donc ces passages à l'ouest qui vont être à l'origine évidemment de la réplique soviétique et est-allemande. Réplique soviétique et est-allemande qui prend la forme donc du mur Berlin, réponse spectaculaire, aveu d'impuissance aussi évidemment, le mur de Berlin de 1961 à 1989. Encore un petit effort et nous en aurons terminé avec l'Allemagne réunifiée, c'est-à-dire l'Allemagne de l'après-chute de Berlin, l'Allemagne qui voit la RDA disparaître et finalement fusionner avec l'ancienne RFA pour donner l'Allemagne réunifiée telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et du coup, d'ailleurs, la capitale de l'Allemagne unifiée, réunifiée plutôt, ni plus ni Bonn ni Berlin-Est, mais Berlin tout court. Alors, quels sont les repères clés que nous avons mis en œuvre au cours de cette séance vraiment majeure dédiée à la guerre froide? Alors d'abord, la première crise de Berlin, celle de juin 1948, mai 1949, à savoir le blocus de Berlin-Ouest par les soviétiques, première crise grave de la guerre froide en Europe et dans le monde. Deuxième repère clé, 1961-1989, le mur de Berlin, construit par la RDA, coupe la ville en deux à partir donc de l'été 1961. Troisième repère clé, oui, 3 repères dans la même séance, c'est rare mais ça arrive, la preuve. 9 novembre 1989, nous venons de le voir, la chute du mur de Berlin et quasiment un an après, donc très rapidement après, la réunification allemande.
Voilà, nous en avons fini avec cette séance riche en rebondissements, consacrée à l'Allemagne et à Berlin dans la guerre froide. Donc je vous en laisse redécouvrir l'essentiel et je vous invite évidemment à apprendre le contenu de la leçon. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle séance thématique consacrée à la course à l'espace, parce que vous allez découvrir que la guerre froide et la conquête spatiale sont liées. À bientôt!